Quand j'ai appelé mon informaticien, il a eu l'air de dire: «Ah bah attends, j'ai le truc qui commence, je te rappellerai Annie, je te rappellerai. Je t'embrasse très fort». Allô? Oui, c'est de la part de qui?
les Alsaciens. Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui avec nous. On va juste attendre 2-3 petites minutes que tout le monde se connecte et on pourra commencer. Bonjour à tous. Bonjour Hugo. On attend juste encore 2 minutes et on peut commencer. Très bien. Bonjour à tous. Hubert, si vous êtes là, n'hésitez pas à nous faire signe et sinon on va pouvoir commencer. Alors, merci à Faustine et Hugo de se joindre à nous aujourd'hui pour cette petite présentation. Donc, on va un petit peu discuter des accords politiques qui ont été trouvés au niveau de la Commission européenne et du Parlement européen sur MiCA et TFR. Ces deux textes qui vont changer radicalement le visage de l'industrie des cryptoactifs tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, Faustine et Hugo qui ont suivi de près toutes ces négociations et qui ont énormément œuvré
pour qu'on arrive à des accords mesurés, même s'il reste encore du travail. Donc, un grand merci à vous. Je vais peut-être vous laisser vous présenter et présenter l'association et ce que vous faites et les événements que vous envisagez bientôt. Et ensuite, on pourra vraiment passer au cœur de la présentation. Merci beaucoup Morgane. Bonsoir à tous. Ravie de pouvoir un peu décrypter ces accords politiques. Effectivement, ça nous a beaucoup occupés et ça promet de nous occuper encore beaucoup à l'association. Donc, je me présente, je suis Faustine Fleuret, présidente et directrice générale de l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques. Je laisserai Hugo se présenter. Simplement en quelques mots, qu'est-ce que l'ADAN pour ceux qui ne connaîtraient pas? Nous sommes une association professionnelle. Nous fédérons et nous portons la voix du secteur des cryptoactifs en France et de plus en plus en Europe. C'est pour ça que nous avons vraiment une vision de développer notre activité et notre influence au niveau européen. Et j'en profite pour dire que nous recrutons un responsable des affaires publiques européennes à cette fin. Et donc forcément, la partie réglementation est un gros chantier pour nous, à savoir participer au débat dans la construction de la réglementation européenne. On a participé bien sûr à la construction du régime français dont il s'inspire, et ce n'est qu'une partie du travail que nous faisons auprès du secteur public, mais aussi des autres industries non crypto, qui se posent beaucoup de questions quant à l'émergence de ce nouveau marché. Et c'est pourquoi nous organisons cette année encore, en juillet, un grand événement qui s'adresse justement, alors plutôt aux institutionnels, aux grands groupes, aux parlementaires, etc., pour traiter ces sujets-là de façon, disons, compréhensible et refaire un peu le point avant les grandes vacances sur les grands sujets structurels et conjoncturels autour des marchés de cryptoactifs. Donc c'est lundi prochain, J-7, le 18 juillet, à la Maison de la Mutualité, et ça s'appelle le Crypto et Finance Forum. Bien sûr, cet événement se veut s'adresser au grand public qui n'est pas forcément crypto-aficionados. Néanmoins, tout le monde est le bienvenu. Voilà, c'était quelques longues lignes et du coup, je laisse Hugo se présenter maintenant. Merci beaucoup, Faustine. Est-ce que l'on m'entend bien déjà? Très bien, parfait. Donc, peut-être avant de commencer, merci beaucoup à Morgane, à Hubert de nous avoir conviés pour intervenir dans le cadre de cette visioconférence, et merci à tous d'avoir répondu nombreux. Je vois qu'on est plus de 120, donc c'est vraiment super. Donc je suis Hugo Bordet, responsable des affaires réglementaires au sein de l'ADAN, qui a été parfaitement présenté par Faustine, et donc je suis à l'association depuis à peu près 1 an et demi aujourd'hui. C'était court, mais je pense assez efficace. C'était très clair. Merci beaucoup, Hugo. Alors, je vais partager mon écran. On a une petite présentation. Voilà. Est-ce que tout le monde peut voir mon écran? Oui. Je peux. Ah, ok, super. Alors, donc, petite introduction et frise historique de où on en est actuellement. Donc, les 29 et 30 juin 2022, donc de cette année, le Parlement européen et le Conseil, la Commission européenne sont parvenus à des accords politiques provisoires sur 2 textes majeurs. Donc, il s'agit de MiCA, qui vise à créer un cadre réglementaire spécifiquement dédié à cette classe d'actifs que sont les cryptoactifs, et à TFR, le règlement révisé de TFR, qui vise à transposer en Europe la règle de la travel rule, la règle de voyage en fait, qui justement permettra de tracer et d'identifier les transferts de cryptoactifs en Europe. Donc, petite historique, en réalité, MiCA a commencé dès décembre 2019 avec la Commission européenne, qui a lancé une consultation justement pour voir comment encadrer ces marchés que sont les marchés des cryptoactifs. En septembre 2020, la Commission présente MiCA dans le cadre du paquet digital européen. S'ensuivent les négociations au niveau de la Commission européenne, qui parvient à un accord en novembre 2021, puis le Parlement en avril de cette année, mais corrigez-moi si je me trompe, Faustine et Hugo. À partir de là, en mai, ont commencé les trilogues, donc les négociations interinstitutionnelles. 29 juin, accord politique sur TFR. 30 juin, accord politique sur MiCA. Donc, il s'agit d'accords politiques provisoires, en fait, qui vont poser le cadre réglementaire du régime à venir. Les discussions techniques vont encore venir justement
préciser ce qu'il faut entendre par ce cadre, par ces accords provisoires, et donc mettre en œuvre cette vision politique. On estime, mais là encore, Faustine et Hugo, je parle sous votre contrôle, que potentiellement, horizon septembre-octobre 2022, on pourra avoir une adoption en commission Econ des textes. Horizon fin d'année 2022, début 2023, adoption des textes en plénière. Donc là, il s'agirait de l'entrée en vigueur du texte. Et 2024-2025, entrée en application du texte. Donc là, il y aura soit des périodes de 12 mois ou de 18 mois, selon qu'il s'agit de cryptoactifs, enfin de stablecoin ou de cryptoactifs. Et là, je vais vous laisser Hugo et Faustine compléter tout cela. Merci Morgane. Alors je crois que simplement tu voulais préciser qu'on prendrait les questions à la fin de la conférence. Tout à fait. En fait, on va scinder il y aura 1 heure de présentation. D'abord Mika dans un premier temps, ensuite TFR, et après on prendra toutes les questions, évidemment. Merci beaucoup. Alors, en tout cas, tu as très bien posé le décor et je pense que ça permet déjà de montrer à quel point la réglementation, c'est un process très long, avec des périodes de consultation régulières selon les étapes où l'industrie, le secteur et les associations représentatives comme la nôtre ont la possibilité de donner leur avis et d'orienter les discussions pour qu'elles aient l'issue la plus favorable possible. Et on le verra, il y a quand même des sujets sur lesquels on a eu des très bonnes nouvelles avec Mika, même si bien sûr il reste des sujets d'inquiétude. Je pense que c'était aussi utile que tu présentes et que tu précises que ce sont des accords politiques provisoires, parce que ce qu'on a eu, c'est effectivement la vision de l'Union européenne sur ce que sera la réglementation des marchés de cryptoactifs, mais il reste du travail. Alors bien sûr, pour entériner ces accords, ça veut dire au niveau du Parlement européen et au niveau du Conseil, un process législatif qui doit encore continuer avant d'avoir le texte final, ce qui s'associe aussi en parallèle du coup aux discussions techniques. Parce que si on a une vision politique, et bon, je donne un exemple, et du coup je spoil un peu sur la suite de la discussion, si on dit que la finance décentralisée est exemptée de MiCA, si l'accord le prévoit, ensuite il faut le décliner techniquement, et c'est-à-dire écrire les textes de telle sorte que on ait bien cette exemption. Donc a priori, l'accord politique nous permet de nous assurer des orientations de cette réglementation, mais le travail doit encore être menée sur la rédaction et la mise en place technique de cette vision, ce qui n'est pas forcément simple. Et c'est pourquoi, même si on a eu les accords politiques en juin, on a encore beaucoup de discussions qui continuent. Et même si la France a passé la main au niveau de la présidence du Conseil de l'UE, elle reste mobilisée dans le cadre de ces discussions techniques. Tout à fait, Faustine. Effectivement, il y a encore énormément de travail avant que des accords entrent en vigueur. Et à ce titre-là, je crois que vous aviez aussi une annonce à faire, Faustine et Hugo, par rapport au projet justement de l'ADAN pour se positionner mieux dans ces combats à venir. Alors effectivement, je l'annonçais, on est une association bien sûr française, mais il y a beaucoup de sujets qui sont en fait des sujets à traiter au niveau européen, et l'Europe a une énorme influence sur le développement de l'industrie française. Donc on se veut mieux s'implanter au niveau européen. Donc ça passe par un recrutement d'un responsable des affaires européennes, puisqu'aujourd'hui, ça va plutôt être au niveau de Hugo, Mélodie et moi que nous traitons ces sujets, et ils vont être de plus en plus nombreux parce qu'on va aujourd'hui parler de Mika et de TFR, mais malheureusement je dirais il va y avoir encore beaucoup d'autres textes et d'autres sujets sur la table. Donc nous recherchons quelqu'un et idéalement implanté à Bruxelles pour nous aider et pour accélérer sur le volet européen. Très bien. Ok, donc on va commencer par Mika. Donc Mika, la bonne nouvelle, c'est l'exclusion des NFT et de la DeFi, donc il restera effectivement à définir ce qu'est un NFT et de la DeFi. Et donc des travaux additionnels vont être engagés afin de mettre en place des régimes ad hoc et dédiés. Et l'idée justement est en fait de prendre du temps pour comprendre les différentes facettes en fait de ces actifs et de ces protocoles pour en fait mettre en place des régimes vraiment adaptés et dédiés. Donc, concernant les NFT, en principe, les NFT ne seront pas un cryptoactif par défaut, mais ce qu'on entend par là, c'est en fait exclusion des NFT qui représentent des objets réels tels que des œuvres d'art, de la musique ou des vidéos.
Mais par contre, ils seront inclus dans le champ d'application de MiCA s'ils sont un crypto-actif au sens de la réglementation ou un actif financier. À ce moment-là, c'est la réglementation sur les actifs financiers traditionnels qui s'appliquera. Et donc, ce seront les autorités nationales en fait, qui seront chargées justement d'étudier la nature de l'actif numérique et de déterminer s'il s'agit d'un NFT qui est exclu du champ d'application de MiCA et qui donc potentiellement sera soumis à ces régimes ad hoc, ou si au contraire, ils rentreront dans une réglementation, que ce soit MiCA, MiFID ou voilà. Et donc là, si je ne me trompe pas, c'est la Commission européenne qui a 18 mois, en fait, pour préparer une proposition législative qui visera à créer un régime dédié aux NFT et aux risques qui leur sont liés. Et Faustine et Hugo, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Alors, je pense que ça fait partie des issues favorables dont on a commencé à parler tout à l'heure. C'est vrai que les NFT, au tout début, ce n'était pas vraiment un sujet quand la proposition de MiCA de la Commission européenne est sortie, parce que vraiment, au tout début, ils étaient exclus du périmètre de MiCA. La question, elle s'est posée au fur et à mesure que l'actualité était de plus en plus intense sur les NFT, et où il y a eu donc des propositions de profiter finalement qu'on était en train de construire MiCA pour inclure les NFT dans le périmètre, avec ce problème que l'on, dans ces discussions, considérait les NFT comme une classe d'actifs homogène et une classe d'actifs entre guillemets financiers, ce qui n'est bien sûr pas le cas. Donc il a fallu d'abord faire comprendre ce qu'étaient les NFT en réalité, à savoir davantage un concept technologique avec derrière des cas d'usage extrêmement variés et extrêmement différents, pour lesquels appliquer une réglementation comme MiCA, qui se veut vraiment une réglementation marché cryptoactif, donc entre guillemets financière, ça n'avait pas d'intérêt. Et il faut souligner que la France a été moteur afin d'obtenir cette exemption des NFT, puisqu'on est passé par beaucoup de frayeurs durant ces débats, à savoir à un moment considérer que les NFT étaient par défaut des actifs numériques, avoir des exemptions très limitées. Au final, l'accord politique, c'est ce que tu disais Morgane, dit que les NFT ne sont pas par défaut des actifs numériques. Alors, ils peuvent être qualifiés comme tels par les autorités nationales. Donc, ça ne veut pas dire qu'aucun NFT ne sera capté par MiCA, mais en tout cas, ils ne seront pas par défaut. Et ensuite, la Commission européenne doit effectivement travailler et éventuellement proposer un régime ad hoc pour les NFT dans le cadre de la révision de MiCA qui va traiter d'autres sujets, mais donc les NFT seront compris dans cette révision. Donc il faut rester bien sûr vigilant, à la fois sur justement la déclinaison technique de ces exemptions et en fait accompagner les travaux qui vont être menés au niveau de la Commission européenne pour ce cadre-là. Donc, c'est très important que l'industrie reste alerte puisque les discussions sur les NFT vont continuer. Hugo, je te laisse compléter quand tu veux ce que je dis. N'hésite pas. Pour l'instant, ça me paraît très complet, donc je n'ai rien à ajouter. Merci beaucoup, Faustine. Et concernant la DeFi, donc là encore, des travaux additionnels vont être engagés pour justement définir en fait le périmètre de ce qu'est la DeFi, ce qu'il faut entendre par DeFi, parce qu'il y a plusieurs nuances finalement de décentralisation. Donc on verra en fait dans les prochains temps quelles entités seront justement exclues du scope de MiCA. Et donc, j'ai cru comprendre qu'il existait aujourd'hui un doute sur les stablecoins décentralisés, puisque à l'époque de la rédaction de MiCA, en tout cas par la commission et par la suite, on n'envisageait pas vraiment l'existence ou même la possibilité de stablecoins décentralisés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors effectivement, et c'est toujours le cas en réalité, alors que la DeFi bénéficiera d'une exemption à MiCA, il n'est pas certain que le stablecoin décentralisé soit compris dans ces exemptions. Alors l'histoire est vraiment différente par rapport aux NFT, où au début, ce que je disais, c'est que les NFT n'étaient pas compris dans MiCA et que ça avait été ensuite éventuellement réfléchi. Pour le coup, dès que la Commission européenne a émis sa proposition en septembre 2020, il y avait un énorme sujet sur la finance décentralisée, puisqu'il n'était pas possible en fait de soit d'émettre, soit de fournir aucun service sans qu'il n'y ait une entité légale derrière. Donc, ce n'était pas intentionnel, c'était simplement que la finance décentralisée n'était
pas connu par la Commission européenne, par les autres institutions européennes, et que donc la rédaction telle qu'elle était, de façon, on va dire, maladroite, excluait toute possibilité de faire de la DeFi en Europe. Ensuite, quand on a permis de faire réaliser cet écueil-là, c'est vraiment poser la question de, bon, est-ce que du coup on interdit ou pas la DeFi en Europe? Donc c'est une excellente nouvelle que la finance décentralisée ne soit pas dans le périmètre de MiCA, parce que de toute façon, les règles n'étaient absolument pas adaptées. On est sur une réglementation pour des intermédiaires de marché, des intermédiaires crypto, donc ils ne font aucun sens pour des protocoles et pour l'écosystème DeFi. Mais effectivement, il y a cette question sur les stablecoins décentralisés, et l'actualité récente ne nous a pas vraiment aidés, à savoir la question que se posent aujourd'hui les institutions, c'est est-ce qu'il existe vraiment des stablecoins décentralisés? Et en fait, il y a un vrai doute, voire une croyance que ce n'est pas le cas. Et donc, c'est vrai que dans les intentions, les stablecoins décentralisés ne bénéficieraient pas des exemptions à la DeFi. Donc, ça va être un énorme sujet de vigilance. Et je pense que pour l'industrie, ça veut dire montrer que les accidents récents qu'il y a pu avoir sont des accidents isolés avec des défauts spécifiques à ces actifs-là. Et qu'en aucun cas il ne faut faire l'amalgame entre tous les stablecoins et qu'il existe bel et bien des stablecoins décentralisés qui ont besoin des options parce que MiCA ne fait pas sens, mais surtout qu'on a besoin d'encourager pour qu'ils se développent. Donc là, ça va être pour le coup énormément de pédagogie et besoin de convaincre au niveau français et surtout au niveau européen que de tels stablecoins existent et qu'ils sont sûrs et qu'il nous faut, là encore, une réglementation adaptée car MiCA n'est pas la bonne. Oui. À ce titre, je pense que les discussions techniques vont être vraiment cruciales pour déterminer les éléments de centralisation qui pourraient faire qu'un stablecoin ou non rentre dans MiCA. Et justement, on est déjà en train, nous, de réfléchir sur le sujet pour apporter un peu de granularité sur quels sont ces éléments de centralisation qui pourraient faire qu'un stablecoin soit effectivement décentralisé ou soit faussement décentralisé. Selon nous, il y a effectivement des éléments comme la personnification d'un projet par rapport à un groupe restreint ou une seule personne qui gère le stablecoin ou d'autres éléments, par exemple les personnes qui détiennent la clé multisig dans lesquelles les fonds sont placés pour apporter une garantie au caractère stable du stablecoin pourrait faire en sorte qu'on puisse qualifier un stablecoin de centralisé alors qu'il s'affiche comme étant décentralisé. Mais il y a des éléments qui sont particulièrement risqués pour nous, sachant qu'il y a beaucoup de stablecoins qui, ab initio, pour des objectifs de développement, commencent par être centralisés, puis au fur et à mesure, au fil du temps et que la roadmap avance, se décentralisent de plus en plus. Il y a un réel risque que ces stablecoins qui adoptent une vraie politique de décentralisation rentrent dans le scope de MiCA et c'est ce pourquoi on est en train de justement de faire des propositions d'éléments de centralisation, de décentralisation, ce qu'est un projet réellement décentralisé et ce qu'est un projet qui n'a de décentralisé que le nom. D'accord. Et du coup, en fait, le risque, justement, si on n'avait pas une réglementation adaptée, ce serait quoi? Ce serait par exemple qu'on oblige à avoir une entité en Europe pour pouvoir émettre ces stablecoins décentralisés, ou quel serait justement le régime? Alors en fait, ça demanderait à distordre les activités, donc effectivement en réintermédiant, en recentralisant. Et c'est vrai que le régime des stablecoins est particulièrement lourd, très inspiré de la réglementation monnaie électronique. Et d'ailleurs, pour des stablecoins qui seraient qualifiés de e-money token, puisqu'il y a plusieurs catégories de stablecoins dans la réglementation MiCA, mais pour ceux qui seraient qualifiés de e-money token, il faudrait être soit une banque, un établissement de crédit, soit un établissement de monnaie électronique. Et donc, on est sur un niveau de réglementation encore autre que ce qui a pu être prévu, même si la réglementation MiCA, il faut le dire, est stricte et va être lourde pour l'industrie. Mais du coup, ça va être vraiment un rempart quand on voit que les projets de stablecoin
aujourd'hui sont portés plutôt par des nouveaux entrants que par des entités établies du monde traditionnel bancaire et financier. Donc, d'une part, ça demanderait donc une distorsion de l'innovation avec de la recentralisation, de la réintermédiation, mais en plus, ça demanderait un effort de mise en conformité qui serait absolument pas adapté au niveau de développement de l'industrie, ni en fait pertinent quant aux activités qui seraient encadrées par ces règles-là. Donc c'est pour ça que comme le dit Hugo, dans les discussions techniques, ça va être assez crucial cette question. Et effectivement, la première question qui se pose, puisqu'on va, enfin, la Commission européenne va aussi réfléchir à un traitement adapté de la DeFi, un peu comme pour les NFT, elle va se donner un peu plus de temps. Ça va être de délimiter bien le périmètre de ce cadre-là. Et or, on sait que la DeFi n'est pas binaire, il n'y a pas de la DeFi vs de la CeFi, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais qui seront très vigilants à ce qu'il n'y ait pas de brèche qui soit créé pour un écosystème centralisé qui se ferait passer pour décentralisé. Donc il va falloir être certainement très présent pour aider à délimiter ce périmètre, mais que du coup des vraies innovations décentralisées soient bien comprises dans des réflexions plus long terme et ne soient pas inclus dans MiCA quand il sera mis en place à court terme. Effectivement. Merci Faustine. Et justement, en parlant des stablecoins, donc on sait que MiCA ne connaît pas vraiment cette définition de stablecoin. Elle résonne soit par ART, soit par EMT. ART qui sont en fait des stablecoins adossés à un panier d'actifs numériques ou de monnaie ayant cours légal, et EMT à une seule monnaie ayant cours légal. Et donc le régime, comme tu le disais, est extrêmement strict. Il y a des règles prudentielles particulièrement importantes. Et on a même pour les ART de paiement en fait une limite en matière de volume d'émission qui est particulièrement contraignante, puisque les limites qui vont porter maintenant sur la moyenne trimestrielle estimée des transactions par jour. Et donc, en matière de nombre, on serait sur 1 million de transactions en valeur à 200 millions d'euros, sachant que, en fait, pour des stablecoins qui dominent le marché actuellement, comme c'est le cas de Tether ou de Circle, on est à plusieurs dizaines, voire centaines de milliards d'euros de valeur qui circulent chaque jour. Qu'est-ce que c'est exactement un ART de paiement ? Alors ça, c'est effectivement une notion un peu artificielle qui a été rajoutée au fur et à mesure des débats. Au début, on ne parlait que des ART et des EMT comme deux catégories de stablecoins. Mais il y a eu la volonté de scinder les ART entre les ART de paiement et d'investissement avec, selon nous, une définition qui est plutôt artificielle et pas forcément pertinente par rapport à ce qu'on peut voir du marché. Mais parce que par ART de paiement, il y a vraiment derrière l'envie de cibler des stablecoins qui seraient une véritable menace pour la politique monétaire, pour la souveraineté monétaire de l'UE. Donc c'est vraiment par là c'est ce qui explique qu'on a voulu différencier encore plus ces stablecoins et d'autant plus alourdir en fait le régime des stablecoins de paiement et donc notamment des ART de paiement. Ensuite, il y a la définition théorique qui est celle-ci. Derrière, selon nous, ça va être quand même assez compliqué en pratique de faire coller cette définition et de vraiment dire tel ART est de paiement ou tel ART est d'investissement. Ça paraît beaucoup plus et agile et complexe que ça. Mais c'était le rationnel derrière cette qualification. Et au fur et à mesure de débat, ce qu'on a vu, c'est qu'on partait déjà d'un régime très strict avec la proposition de la Commission européenne, mais on est plutôt allé en se rigidifiant, plutôt qu'en s'assouplissant, et en particulier sur ces ART de paiement. Merci Faustine. Effectivement, comme vous le disiez, en fait, à la base, même MiCA avait été vraiment conçu en réaction à Libra. Et toute la partie sur les stablecoins est extrêmement lourde, puisque pour les institutions, en fait, il y a un risque systémique qui est d'autant plus important, qui serait présenté par les stablecoins. Et donc, on essaye de leur appliquer un peu le régime de la monnaie digitale, en tout cas pour les EMT. Et donc là, potentiellement, il y aurait également un veto de la BCE sur les émissions d'ART et d'EMT qui sont non euros.
une supervision de ce qu'ils appellent des significant ARTs par la BCE, obligation que l'émetteur soit implanté en Europe pour les émetteurs de stablecoin EMT euro. Donc, ces obligations extrêmement lourdes, sachant que en fait, tout ça sera appliqué pour nos acteurs à nous. Et que derrière, en fait, on a par exemple le ROC de Circle qui vient d'être annoncé, enfin qui est annoncé et même émis. Est-ce que justement le marché, les consommateurs européens pourront toujours accéder à ces stablecoins extrêmement liquides et présents émis par des sociétés non européennes? Tout à fait. Alors, c'est vrai que l'obligation qui a été rajoutée qu'un émetteur de stablecoin euro soit implanté en Europe, ça se voulait aussi un peu réagir et prévenir des situations comme l'émission de stablecoin euro par une entité telle que Circle, en l'obligeant en fait à s'établir en Europe si elle s'adresse au marché européen. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Et ensuite, si jamais Circle décidait de ne pas s'adresser activement au marché européen, ça n'empêcherait absolument pas les citoyens européens d'avoir de l'EUROC. Et c'est ce qui s'appelle en fait la reverse solicitation, qui pour nous constitue une brèche et un risque en matière de conditions de concurrence équitables pour les acteurs européens, puisque qu'est-ce que la reverse solicitation? C'est permettre en fait à des prestataires qui sont étrangers, pas établis en Europe et qui ne respectent pas notre réglementation, de quand même être sollicitables par les citoyens européens. Donc, si vous avez envie de souscrire au service ou à l'émission d'un prestataire hors Europe, que vous le faites de votre propre initiative en tant que client, en tant que souscripteur, auprès de cette entité étrangère, ça ne pose pas de problème et cette entité n'a pas besoin d'être en conformité avec la réglementation européenne tant qu'elle ne s'adresse pas activement au public européen. Et on sait que se cacher derrière la reverse solicitation peut être un prétexte pour des acteurs de ne pas être encadrés au niveau européen, même si en fait au final ils en font, parce que c'est extrêmement difficile à détecter. Et ensuite, en matière de supervision, comment on fait pour aller atteindre des acteurs qui ne sont pas en Europe, même si ils ne sont pas conformes à MiCA. Donc ça pose énormément de questions. La reverse solicitation, ce n'est pas une création MiCA, c'est une notion et c'est une disposition qui est issue de la réglementation financière traditionnelle, sauf qu'on est dans un monde un peu nouveau par rapport au marché financier classique et on voit beaucoup plus de risques de contournement sur le marché des cryptoactifs, tel qu'on a pu le voir d'ailleurs sur le marché français. D'où pour nous, c'est plutôt une mauvaise nouvelle que cette possibilité de reverse solicitation. Effectivement, il y a des grandes questions en fait de souveraineté monétaire aujourd'hui, puisque le plus grand stablecoin adossé à de l'euro sera américain, donc régulé par le droit américain, avec des réserves dans une banque américaine soumise à la réglementation américaine. Et aujourd'hui, on a cette réglementation particulièrement contraignante qui fait que potentiellement, on ne sera pas en mesure, nous, en Europe, de voir des acteurs émettre un stablecoin en mesure justement de concurrencer ces stablecoins étrangers. Hugo, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou... Juste sur ce que tu viens d'évoquer, pour ajouter un petit peu de négatif, il y a aussi 99% des transactions en stablecoin qui aujourd'hui sont des transactions adossées au dollar, et avec donc moins d'1% de transactions en euros. Et si on fait le parallèle avec les monnaies fiat, c'est 75% des transactions dans le monde qui sont faites en dollars. Donc on a un peu plus de marge dans les monnaies fiat, et donc l'hégémonie du dollar s'amplifie dans le secteur crypto comparativement au secteur traditionnel. Donc c'est assez alarmant. C'est ça, parce qu'en fait, les stablecoins, de par leur stabilité, justement, sont utilisés vraiment comme un moyen de transfert de la valeur, à la fois dans le monde des cryptoactifs, mais demain, pourquoi pas en dehors, puisqu'ils pourront permettre des transactions transfrontalières entre personnes physiques, entreprises, institutions, à moindre coût, et peuvent donc aussi être utilisés en dehors de la sphère de l'écosystème cryptoactif. Et à partir de là, il serait important que l'Europe, justement, se positionne dans cette course, en fait, à l'hégémonie dans la sphère du digital. Voilà, donc tu as d'ailleurs écrit, Faustine, un article très intéressant à ce sujet. Alors, et donc le régime des PSAN, donc des prestataires de services sur actifs numériques sous MiCA, donc il y a une liste d'activités qui permet justement de qualifier ce qu'est un prestataire sur actifs numériques. Donc il est
assez inspiré justement du régime que l'on connaît et qui a été mis en place sous la loi Pacte, à la différence que là, le régime, enfin en tout cas, l'agrément ne sera plus optionnel, mais obligatoire. Et les obligations seront particulièrement, enfin bien plus importantes. Se pose également ici la question de la reverse solicitation, puisque en fait, le marché européen pourra s'adresser à des PSAN étrangers dans la mesure où, comme tu l'expliquais tout à l'heure très bien, Faustine, ce ne sont pas ces PSAN qui s'adressent à eux de manière active et donc qui ne seront pas soumis dans ce cas-là à la réglementation MiCA. Il y a la supervision normalement des prestataires sur actifs numériques se fera au niveau national, sauf pour ce qui s'appelle les significant CASPs, qui est une notion nouvellement introduite sous MiCA et pour lesquelles justement l'ESMA détiendra un pouvoir de supervision conjoint, je crois, avec les autorités nationales. Et donc le critère pour déterminer ce qu'est un significant PSAN, c'est le critère des utilisateurs actifs. Donc il faudra 15 millions d'utilisateurs actifs. Je ne sais pas s'il y a d'autres critères justement qui permettront de déterminer ce qu'est un PSAN significant. Alors non, on avait proposé d'avoir plusieurs critères, puisque c'est d'ailleurs plutôt comme ça que ça se fait. Sur le significant stablecoin, il faut cumuler un certain nombre de critères pour être qualifié comme tel. Donc sur significant CASP, on avait proposé par exemple des critères en matière de volume ou d'établissement de l'activité dans un certain nombre de pays. Mais ce qui a été retenu, c'est effectivement ce seul critère du nombre d'utilisateurs actifs, avec la volonté de ne capter dans cette catégorie vraiment que les gros acteurs, que les groupes SAN, pour leur appliquer des exigences supplémentaires. Donc c'est une notion qui a été très longtemps pas définie dans les débats, où c'était assez compliqué de se positionner et où on ne comprenait pas forcément les conséquences. Et donc effectivement, la conséquence, elle est du point de vue des règles appliquées, mais aussi de la supervision, où alors pour tous les PSAN, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les acteurs français, ce seront les autorités nationales qui vont rester le guichet vers qui se tourner pour s'enregistrer. Donc je dis que c'est une bonne nouvelle pour la France parce qu'on a des autorités qui sont expertes de longue date, qui connaissent bien le secteur, avec qui les acteurs ont déjà des relations. Donc ça va être beaucoup plus fluide que s'il y avait eu besoin d'établir des nouvelles relations avec par exemple une autorité européenne. Mais c'est vrai que pour les PSAN significatifs, les significant PSAN, les autorités nationales devront envoyer des informations à l'ESMA, donc l'autorité européenne des marchés financiers, et cette autorité pourrait utiliser certains de ses pouvoirs de supervision sur ces PSAN significatifs. Donc ça reste par rapport au périmètre et au pouvoir qui serait utilisable encore assez abstrait, mais il y avait une volonté de renforcer la supervision pour ces acteurs-là. Et notamment des acteurs plutôt étrangers qui s'adresseraient au marché européen. Pardon, j'étais en mute. Et il y a ce qui intéresse tout le monde, c'est la période de tolérance. Donc à partir de l'entrée en application de MiCA, quelle sera justement alors à partir de quand est-ce que les PSAN français, qui soient enregistrés, agréés ou non, et selon justement le fait, selon qu'ils soient enregistrés ou agréés, quelle sera leur période justement pour se mettre en conformité avec MiCA? Alors en effet, quand on a une réglementation, on a toujours une date d'entrée en application. Donc disons que MiCA est publié en décembre 2022 ou janvier 2023, calendrier prévisionnel, hein, on n'en sait rien. Donc le MiCA est publié, ensuite il entre en vigueur, c'est la première étape, et ensuite, quelques temps après l'entrée en vigueur, il entre en application. Et en fait, c'est cette date d'entrée en application qui est importante pour les acteurs qui sont soumis à la réglementation, parce que ça veut dire normalement que c'est à ce moment-là qu'ils doivent être en conformité et qu'ils doivent exercer leur activité en Europe selon les règles qui ont été définies. Effectivement, ce qui a été prévu, et c'est une bonne nouvelle pour les acteurs français, c'est une période de tolérance. C'est-à-dire qu'il y a cette entrée en application, mais pour des acteurs qui seraient déjà autorisés sous des régimes nationaux avant une certaine date, qui reste à déterminer, pourraient bénéficier d'un peu plus de temps pour se mettre en conformité. Donc on aurait des acteurs qui, à la date d'entrée en application, devraient être déjà conformes, ceux qui n'existeraient pas depuis très longtemps, ceux qui ne seraient pas autorisés par des régimes nationaux. Et on aurait une période supplémentaire de 18 mois après l'entrée en application
pour, par exemple, les PSAN enregistrés en France auprès de l'AMF, pour que ceux-ci se mettent en conformité. Donc ça, c'est une bonne nouvelle au sens où les institutions européennes ont compris en fait, les priorités qu'ils devaient avoir, puisque la supervision va devoir se mettre en place de façon progressive, qu'il y ait des acteurs qui sont déjà plus sûrs, plus au fait de la réglementation que les autres, et que donc ils ont à la limite un peu besoin de moins de temps pour se mettre enfin, ils ont besoin de moins d'efforts de supervision dans un premier temps que les autres. Et c'est plutôt au niveau des autres acteurs qui seraient un peu plus neufs ou pas encore assez réglementés que les superviseurs devraient d'abord, qui devraient d'abord accompagner pour les aider à monter cette marche qu'est MiCA, qui est quand même assez haute. Donc une très bonne nouvelle, en sachant qu'il y a eu la question, est-ce que les PSAN enregistrés français seront compris dans cette période de tolérance, et on a eu la réponse positive que c'est bien le cas, sachant que, je le rappelle, aujourd'hui on a 42 PSAN enregistrés en France auprès de l'AMF. Sachant que, comme tu le disais, le gap en fait entre ce qui est demandé pour un enregistrement et ce qui sera demandé sous MiCA est quand même extrêmement conséquent. Donc en fait, il va quand même falloir commencer à s'y intéresser bien avant l'entrée en application, je pense, pour être sûr de pouvoir justement répondre aux obligations qui seront celles des prestataires sur actifs numériques sous MiCA. Hugo, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on passe à TFR? Alors peut-être juste sur le régime des CASP significatifs. Initialement, on avait poussé plusieurs critères parce que selon nous, le fait d'avoir un seul critère sur la base client n'était pas suffisant pour arriver à capter l'ensemble des CASP en fait, qui pourraient poser des problématiques pour la stabilité financière de l'UE, et notamment certains acteurs spécialisés vis-à-vis de clients institutionnels, par exemple, qui auraient une database qui serait bien inférieure à 15 millions de clients, mais qui gérait des flux de transactions qui seraient équivalents à un acteur qui détiendrait 15 millions de clients. Et donc c'est pour cette raison-là qu'on proposait des critères supplémentaires qui malheureusement n'ont pas été retenus. Et selon nous, du coup, ce type de clients ce type d'acteurs ne seront pas captés par la réglementation MiCA, pas la réglementation Significant CASP, alors qu'ils devraient l'être en théorie, mais qu'ils présentent les mêmes risques que ceux avec une database importante. Effectivement, c'est un bon point. Alors peut-être juste pour préciser, parce qu'il y a une question dans le chat, et c'est peut-être pas mal quand même d'apporter la précision maintenant sur la différence entre enregistrement PSAN et agrément MiCA. En fait, l'enregistrement PSAN repose principalement sur le respect du dispositif européen en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Il y a aussi d'autres dispositions qui sont vérifiées, qui sont plus de l'ordre de MiCA, que sont l'honorabilité et la compétence de certaines personnes du PSAN. Mais du coup, l'enregistrement, c'est principalement de la LCBFT. Et MiCA, ce n'est pas une réglementation LCBFT. C'est une réglementation qui encadre les activités de marché à des fins de protection des investisseurs. Et donc, c'est vrai que le corps d'exigence de MiCA est très différent de ce qui est demandé à un PSAN pour qu'il s'enregistre en France. Donc, c'est pour ça qu'on avait une incertitude sur la passerelle et sur la tolérance pour les PSAN enregistrés, puisqu'on est sur des dispositifs assez différents, même s'il y a quelques règles communes. Ce qui ressemble vraiment à MiCA au niveau français, c'est plutôt l'agrément, qui est donc un autre volet de la réglementation française, duquel MiCA s'est inspiré. D'où, voilà, c'est une différence quand même importante, mais néanmoins, ça veut dire que les PSAN enregistrés sont déjà très bien identifiés par les régulateurs, ont déjà une connaissance de la réglementation, un dispositif de conformité et juridique qui sont avancés, quelles que soient les règles finalement qui sont respectées, et d'où le rationnel d'avoir cette période de tolérance aussi pour des PSAN enregistrés. Merci beaucoup, Faustine. Et du coup, quand on dit 15 millions d'utilisateurs, est-ce qu'on parle en Europe, et qu'est-ce qu'un actif? Alors ça, c'est des précisions qui doivent être techniques, effectivement, parce que c'est des critères qui ont été définis un peu sur le fil des négociations. Donc à voir dans les discussions techniques comment ça sera précisé. Très bien.
Merci beaucoup. Alors, je propose qu'on laisse toutes ces questions après pour tout à l'heure. Et la question des principes directeurs de MiCA vis-à-vis des unhosted wallets, justement, ça nous permet de faire la transition pour le règlement révisé transfert de fonds, qui là, en fait, est... Oh, ça n'a pas tout pris. Qui, en fait, est la transposition en Europe de la règle de voyage, en fait, de la travel rule qui a été suggérée par le GAFI, donc le groupe d'action financière, qui voudrait qu'en fait, pour chaque transfert de cryptoactifs, il y ait en fait, une traçabilité, une identification des transactions. Donc, alors là, mes petits schémas n'ont pas fonctionné, mais les grosses cases bleues, c'est des PSAN, donc justement les prestataires de services sur actifs numériques. Et donc, là, il va y avoir deux régimes, donc les transferts de cryptoactifs entre prestataires de services sur actifs numériques comme CoinHouse, Binance, voilà, toutes ces grosses plateformes d'exchange. Donc, PSAN, selon la définition de MiCA, et un second régime, en fait, pour les transferts entre prestataires sur actifs numériques et des portefeuilles non hébergés, donc typiquement MetaMask ou Ledger, Vote.Nano. Et par contre, les transferts peer-to-peer, donc de unhosted wallet à unhosted wallet, donc d'un Ledger à un MetaMask, par exemple, sont hors champ d'application de la réglementation. Donc là, je vais laisser parler le pro de TFR, Hugo. Si tu peux nous dire un petit peu ce qu'il en est et quelles sont les obligations pour les transferts entre PSAN, dont on sait qu'ils s'appliquent dès le premier euro. Oui, tout à fait. Alors, déjà, le professionnel, je ne sais pas, mais en tout cas, l'intéressé, on va dire. Donc, sur ce texte, effectivement, on a eu déjà des discussions qui sont allées extrêmement vite. Hein. Puisque pour remettre un petit peu le contexte, ce texte avait été présenté par la Commission européenne le 20 juillet 2021 et l'accord politique est tombé le 30 juin 2022. Donc, on a eu moins d'un an entre la proposition du texte par la Commission européenne, les mandats de négociation au Conseil, Parlement, etc., les trilogues, et cet accord politique qui est donc tombé il y a à peu près une semaine. Donc sur le fond, c'est un peu comme ce qu'a dit Faustine par rapport à MiCA. Il y avait de nombreuses dispositions aussi sur TFR qui étaient source d'incertitude pour l'industrie des cryptoactifs en Europe. Et on peut quand même saluer l'intention des institutions européennes de comprendre et d'avoir retiré ces parties qui étaient quand même très dangereuses pour la viabilité de l'écosystème et des acteurs qui en font partie. Et je pense notamment à deux amendements qui avaient été formulés en amont des trilogues. Le premier qui consistait à ce que les CASP ne facilitent aucun transfert de cryptoactifs vers ces unhosted wallets, donc vers des portefeuilles comme MetaMask ou Ledger, en justifiant justement que en fait, ces portefeuilles ne faisaient pas de KYC et donc étaient porteurs de risques importants en matière de blanchiment. Et le deuxième amendement dangereux, c'était la volonté d'appliquer cette travel rule à tous les transferts, y compris les transferts impliquant des NFT. Sachant que ces NFT sont très souvent gérés sur des plateformes qu'on dit dites non custodiales, qui ne sont pas assujetties à la CBFT. Les trois quarts tous les détenteurs de NFT n'appliquent pas de KYC lorsqu'ils achètent un NFT. Donc l'application de la travel rule ne faisait clairement aucun sens. On peut aussi, bien sûr, saluer ce que tu viens de rappeler, Morgane, le fait que cette travel rule ne s'applique pas au transfert peer-to-peer, donc entre deux portefeuilles unhosted comme MetaMask vers Ledger. Donc sur le contenu de cette règle, ça a bien été expliqué par Morgane, la travel rule va s'appliquer dès le premier euro pour tous les transferts de cryptoactifs. Une disposition qui, selon nous, n'est pas forcément très neutre technologiquement, puisque la travel rule s'applique aussi aux transferts de fonds traditionnels pour les prestataires de services de paiement. Et pour ces transferts de fonds en euros, il y a effectivement un seuil de 1 000 euros qui a été placé. Donc, sous ces 1 000 euros, la travel rule n'aurait pas à s'appliquer. Or, dans l'industrie crypto, lorsque l'on aura, mettons, un transfert de 50 centimes en Bitcoin ou en Ether, il faudra appliquer cette travel rule qui semble assez contraignant en termes de compliance quand même pour les acteurs. Donc, qu'est-ce que prévoit cette travel rule, me direz-vous? Elle prévoit un transfert d'informations qui sont déjà prévues lorsque l'on met en place un KYC. Donc, principalement, ça va être le nom et le prénom de l'initiateur de la transaction, son numéro de wallet, son identification client.
son adresse postale et y compris le nom du pays pour savoir si ce dernier n'est pas soumis à des sanctions financières, par exemple, le numéro de passeport ou la date et le lieu de naissance, et si on est une personne morale, le LEI, le Legal Entity Identifier, à transmettre. Pour le bénéficiaire de la transaction, il y a un petit peu moins d'informations à transmettre, mais globalement, toutes les informations type données personnelles seront pour l'application de la Travel Rule, que ce soit entre les CASP ou entre les CASP et les Hosted Wallets. Donc, pour l'application de cette règle entre les CASP, aujourd'hui, on a déjà des solutions qui ont commencé à émerger, puisque comme l'a dit Morgane, cette règle, elle n'émerge pas, elle n'a pas émergé il y a 1 an, mais il y a maintenant 3 ans, avec la publication des lignes directrices du GAFI et la recommandation 15. Donc, entre-temps, les acteurs se sont positionnés pour appliquer concrètement cette règle. On a plusieurs solutions, notamment en outre-Atlantique, avec la solution de Trust proposée par Coinbase, la solution OpenVasp qui est proposée par des Suisses, la solution de Nota Bene, etc. On a à peu près 5-6 solutions qui commencent à émerger, mais elles sont uniquement conçues pour les transferts entre acteurs centralisés, donc un acteur comme CoinHouse et un acteur comme Bitpanda, par exemple. Sur l'application de cette Travel Rule entre Unhosted Wallets et CASP, il y a beaucoup plus d'interrogations qui méritent d'être posées. Donc, au-delà de ce transfert d'informations entre prestataires assujettis à la LCBFT ou entre un prestataire et un Unhosted Wallet, il y a aussi d'autres règles qui sont prévues dans TFR, comme pour les transferts entre CASP, l'application, la vérification si l'un des protagonistes à la transaction n'est pas soumise à des sanctions. Donc, dans ce cadre-ci, les CASP devront mettre en place des mesures et des politiques internes de contrôle pour s'assurer, pour mettre en place un screening lors de la transaction pour s'assurer que soit le bénéficiaire, soit l'initiateur de la transaction n'ait pas été soumis à des sanctions financières. Donc, sur ce point, c'est un point qui avait déjà été évoqué pendant les trilogues, sur lequel la présidence française de l'UE et aussi l'association s'étaient quand même assez opposés parce que ça posait des obligations supplémentaires pour les acteurs en plus de ce que va imposer la Travel Rule, d'une part, et d'autre part, selon nous, ça n'avait pas sa place dans le règlement transfert de fonds, qui est un règlement de LCBFT qui vise à appliquer la Travel Rule. Or là, selon nous, c'était une décision qui était quand même assez politique, qui ne devait pas figurer dans ce règlement. Ensuite, sur la protection des données, dans son communiqué de presse sur l'accord politique, le Conseil de l'Union européenne a affirmé que l'application de la Travel Rule ne devrait pas empêcher un non-respect du règlement général pour la protection des données, ce qui semblait tout à fait justifié. Et de ce fait, lorsqu'un CASP se rendra compte qu'il y a un risque pour la gouvernance des données personnelles de ses clients, notamment un risque de fuite des données, par exemple, ce dernier ne sera pas obligé d'appliquer le transfert de cryptoactifs. Et de ce fait, si une contrepartie au transfert, donc l'autre CASP de l'autre côté du transfert, présente des failles identifiées par le premier CASP en matière de gouvernance des données, celui-ci n'aura pas forcément à transmettre les fonds, mais il devra le justifier de manière assez éclairée tout de même. Et enfin, des informations qu'on a de cet accord politique, il y avait aussi un point sur une liste des non-compliant CASP qui était fixée dans le règlement TFR, mais qui faisait un peu office de doublon avec cette liste qui était déjà prévue dans MiCA. Donc l'association préconisait aussi une suppression de cette disposition dans TFR pour conserver uniquement la liste dans MiCA. Et c'est ce qui a été fait. Donc, c'est une victoire qu'on peut saluer. Cette liste des non-compliant CASP ne figurera que dans MiCA. Donc, maintenant, sur les règles spécifiques aux Unhosted Wallets, comme c'est écrit à l'écran, il y aura une obligation de vérifier l'identité du détenteur à partir de 1 000 € avec une précision supplémentaire. Cette obligation de vérification d'identité ne s'appliquera que si il s'agit les fonds envoyés vers le Unhosted sont les fonds détenus, est un portefeuille détenu par le client du prestataire de service en question. Donc, c'est par exemple si un client de chez CoinHouse envoie ses fonds vers un Unhosted Wallet, mais ses propres fonds, il devra prouver
via un proof of ownership qu'il s'agit bien de son propre Hosted Wallet. Donc, dans ce contexte-là, on imagine que les solutions de DID, d'identité décentralisée, pourraient être particulièrement pertinentes pour la mise en conformité des acteurs. Il reste bien sûr encore à voir à quoi ressemblera le texte technique pour savoir comment les acteurs pourront se mettre en conformité avec une telle disposition. Et sur ce point-là, on peut aussi considérer qu'il s'agit d'une victoire, puisque dans la proposition initiale du Parlement, il y avait un article qui disposait que les CASP devraient vérifier l'authenticité des données envoyées ou reçues depuis des Hosted Wallets pour chaque transaction, peu importe le montant et peu importe s'il s'agit d'un client ou non. Dans ce contexte-là, c'était assez compliqué d'entrevoir comment appliquer une telle obligation, parce que ces solutions de DID encryptent très souvent les données personnelles récupérées, et donc les CASP n'auraient pas pu récupérer le passeport ou autre qui permettrait d'identifier le détenteur d'un Hosted Wallet. Enfin, on a aussi des précisions sur l'entrée en vigueur, l'entrée en application, excusez-moi, du texte. Le texte va entrer en application de manière concomitante avec MiCA, sachant qu'on devrait avoir une publication aussi concomitante à MiCA en début 2023. On aura une période de 18 mois d'adaptation pour que les acteurs puissent se mettre en conformité avec cette réglementation avant une entrée en application. Puis, 18 mois après l'entrée en application du texte, on aura ce que l'on appelle une review clause, où en fait la Commission européenne viendra réétudier comment s'applique TFR en pratique, s'il y a des failles potentielles ou pas, pour les adapter et les combler tout simplement. Merci beaucoup Hugo. Et Faustine, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, mais il faut également qu'on parle de la réglementation AMLA. Alors, c'est une autre réglementation du paquet LCBFT de la Commission européenne qui a été publiée en juillet 2021. Donc, le paquet LCBFT, il est composé de 4 textes, dont TFR, qui est le plus avancé dans le cadre des trilogues. Effectivement, il y a 3 autres textes, dont un autre qui est assez important et qui aura un assez gros impact pour la crypto, mais pas uniquement. C'est le règlement AMLA. AMLA pour AML, Anti-Money Laundering Authority. Et en fait, on est en train de créer une nouvelle autorité de supervision européenne qui va être dédiée à la supervision de tout ce qui va être lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme. Donc, quand je dis nouvelle, c'est parce qu'aujourd'hui, il existe, donc on a parlé de l'ESMA, l'autorité européenne des marchés financiers, l'autorité européenne bancaire, l'autorité européenne pour les compagnies d'assurance. Et donc, on crée cette 4e autorité qui va du coup être assez transversale et donc pourrait concerner certains acteurs des cryptoactifs. Et là est la question qui est encore débattue. Quels seront les acteurs concernés au niveau du marché des cryptoactifs? Il y a dans les débats, il est question d'éventuellement soumettre tous les prestataires de services sur actifs numériques, tous les CASP, ce qui ne nous semble pas la bonne approche en matière de risque. Mais c'est encore une question qui doit être résolue et qui, pour les acteurs français, serait relativement impactante, puisqu'aujourd'hui, leur interlocuteur sur les sujets de LCBFT, c'est la CPR. Donc, la CPR connaît bien les acteurs, les acteurs connaissent bien la CPR, il y a des relations établies, des échanges de longue date. Donc, on s'attendrait à ce que conserver cette autorité permette de garder en fluidité, en agilité et de ne pas recommencer une relation, redonner des informations, se refaire connaître. Donc, avoir une supervision plus efficace. Mais rien n'est moins sûr avec l'avancée des débats. Notre proposition à l'association, c'est que seuls les CASP dits significatifs soient effectivement supervisés par l'AMLA dans un premier temps, puisqu'il est tout à fait prévu dans le règlement AMLA que le périmètre des acteurs supervisés puisse être révisé. Et donc, ça nous semble une approche progressive et de bon sens, parce que l'AMLA ne va pas concerner que les marchés cryptoactifs. Donc, c'est une nouvelle autorité qui va devoir gagner en compétences sur absolument tous les sujets et superviser en fait tous les acteurs de marché bancaire, des assurances, des cryptos, toutes les entités assujetties à LCBFT. Donc ça fait quand même une petite population d'entreprises et un travail et une montée en compétences non négligeable. Merci beaucoup Faustine. Hugo, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur ce point.
Alors oui, simplement sur les aspects de calendrier relatifs à ce texte. Donc le texte a été présenté par la commission, comme l'a dit Faustine, en même temps que le TFR finalement. Donc pendant cette période, les co-législateurs, donc le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen, sont en train d'établir leur propre texte de compromis avant donc une entrée en trilogue. Et cette extension du champ de supervision de l'AMLA aux Crypto Asset Service Providers a été prévue dans un rapport rédigé par les co-législateurs au Parlement, qui a été présenté devant le Parlement européen et qui fera ensuite l'objet d'amendements pour un texte de compromis final par le Parlement européen. Donc il y a des chances importantes pour que le Parlement européen propose une extension du champ de supervision de cette nouvelle autorité aux acteurs du monde crypto, au CASP, sachant qu'il y a en fait, c'est simplement les institutions qui sont très ambitieuses vis-à-vis de cette nouvelle autorité. Selon nous, il faudrait quand même garder un petit peu de retenue sur ces ambitions, puisqu'il va y avoir une diversité d'acteurs à superviser, une nouvelle autorité à staffer et à mettre en place, sachant que, selon nous, les activités sur cryptoactifs couplées à la réglementation en matière de LCDFT sont des choses particulièrement difficiles à comprendre et de fait à superviser. Il serait selon nous inopportun d'intégrer tout l'écosystème crypto dans ce champ de supervision, sans adapter aussi la méthodologie de sélection des acteurs qui feraient l'objet d'une supervision directe par cette nouvelle autorité, sachant qu'en fait, c'est les acteurs les plus risqués en matière de LCDFT qui feront l'objet d'une supervision directe par l'AMLA, et les acteurs moins risqués seront supervisés par les autorités nationales compétentes, avec en clé de voûte l'AMLA qui aura une supervision indirecte de ces acteurs. Merci beaucoup Hugo pour ce point. Effectivement, encore une fois, les cryptoactifs qui ne sont pas toujours traités de la même manière que des actifs traditionnels. Mais merci beaucoup Hugo et Faustine pour ces informations extrêmement précises et précieuses. Je vous propose qu'on passe aux questions. Donc si quelqu'un a une question, alors on va peut-être prendre les questions qui étaient en suspens dans le chat. Alors TFR s'appliquera-t-il si l'émetteur ou le bénéficiaire est en dehors de l'UE pour les CASP? La travel rule est en fait initialement a été une règle internationalisée donc présentée par le GAFI, qui est l'organisme interétatique de lutte contre le blanchiment. Et donc oui, TFR a pour ambition de prévoir ce partage d'informations entre tous les acteurs établis qui font des transferts de cryptoactifs. Après, il y a des questions très pratiques qui se posent. Par exemple, l'Europe applique la travel rule dès le 1er euro. Il y a certains pays où, comme aux États-Unis ou à Singapour, où cette travel rule va s'appliquer, par exemple, à 3 000 voire 5 000 $. Sachant que, par exemple, les États-Unis n'auront pas appliqué la travel rule pour les transferts équivalents à 50 €, comment est-ce qu'on peut garantir que des acteurs américains seront d'accord pour faire de l'échange d'informations pour des transferts qui seront en dessous des seuils auxquels ils seront obligés de se conformer à la réglementation? C'est une vraie question. Pas de réponse encore à ce jour. Ça, parce qu'en fait, le champ d'application de TFR, en fait, c'est les CASP, donc les prestataires sur actifs numériques selon la définition de MiCA, qui sont implantés en Europe. Et donc là, vont se poser effectivement ces questions d'interopérabilité entre prestataires sur actifs numériques dans différentes juridictions, sachant que, juste petite précision, en fait, à la base, la travel rule, elle est inspirée du droit américain. C'est vraiment un principe de droit américain. Et à la base, le threshold était à 3 000 €. Il a été placé à 1 000 € dans les recommandations du GAFI. Et l'Europe, en fait, c'était l'une des critiques qui a été formulée à cet égard, c'est que, en fait, l'Europe va au-delà de ce qui est proposé par le GAFI, puisqu'elle place une travel rule à partir de 1 €. Je tiens juste à rapporter une autre précision. Ce critère avait été enlevé, enfin ce seuil avait été enlevé dans l'update guidance du GAFI qui est paru le 28 octobre 2021. C'est pour cela que dans le texte initial de la Commission européenne, on a un seuil qui est présenté à 1 000 € et qu'après, dans le texte du Conseil qui a été adopté, me semble-t-il, le 1er décembre, et le texte du Parlement qui a été adopté le 28 avril, donc après cette mise à jour des recommandations du GAFI, c'est pour ça qu'on a une proposition de suppression des seuils. Mais en tous les cas, pratiquement, en fait, on va être très, très isolé des autres acteurs à travers le monde. Tout à fait.
Même question sur RGPD. Comment garantir la protection des données pour les citoyens? Alors, finalement, c'est très classique, hein, c'est assurer tout ce qui est prévu dans le RGPD, le consentement, le droit à l'oubli, s'assurer aussi que mettre en place des systèmes résilients en interne pour éviter un risque cyber dans lequel toutes nos données pourraient fuiter, etc. Et donc, les acteurs qui appliqueront la Travel Rule en Europe seront obligés d'être compliant avec le RGPD pour éviter ce risque de fuite de données et autres. Et si un acteur compliant se rend compte qu'un autre présente des failles manifestes, il ne sera pas obligé, pour rester conforme au RGPD, il ne sera pas obligé de transférer ces données. Et voilà comment il pourra garantir la protection des données pour ses propres clients. Peut-être pas pour les citoyens. Tout à fait. Est-ce que l'extraterritorialité du droit US s'applique-t-elle aux stablecoins adossés uniquement à l'USD? Eh bien non, puisque en fait le ROC de Circle sera en fait soumis au droit américain, puisque Circle est une entreprise américaine. Donc on aura le stablecoin le plus important stablecoin adossé à l'euro qui sera justement soumis au droit US. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Hugo et Faustine. Non, d'accord. Bonjour, possible droit de veto de la BCE sur une ART EMT euro, un circle euro utilisé hors du paiement marchand, hors sphère crypto sera bien soumis à MiCA. Alors, le droit de veto de la BCE ne porte pas sur les stablecoins euros, justement, ça porte sur les stablecoins multi-devises ou sur une autre devise que l'euro, justement. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi lever la main. Il y avait une question sur la passerelle entre l'agrément PSAN et MiCA, deux questions dans le chat. Le travail de comparaison entre l'agrément français et MiCA doit être mené. Simplement, comme on n'a pas encore le texte finalisé de MiCA, ça ne peut pas être réalisé à ce stade. Et donc, il faut analyser effectivement il va y avoir des équivalences sur certaines dispositions, mais probablement aussi des différences. Donc, on ne s'attend pas à ce que MiCA soit une copie pure et parfaite de l'agrément PSAN. Et justement, à la fois côté autorité et côté industrie, on attend d'avoir tous les éléments en main pour pouvoir faire cette comparaison et déterminer sur quelles dispositions il y a une équivalence assez parfaite, et ce qui permettrait éventuellement, si un PSAN était agréé en France, de très facilement sauter la marche MiCA, et au contraire, là où il y a des différences substantielles qui vont nécessiter pour les acteurs de devoir mettre à jour leur dispositif et se mettre en conformité. Tout à fait. Sachant que, en tout cas, le dispositif sous MiCA est quand même bien plus proche de ce qui sera demandé pour un agrément sous la loi Pacte qu'un enregistrement en termes de processus interne. Merci. Et question sur Circle Euro, s'il vous plaît, qui serait utilisé pour du paiement marchand dans la vie courante? Est-ce que c'est dans le scope de MiCA? Alors là, Si c'est un qualifié de stablecoin et encore plus de paiement, oui. Alors après, peut-être que j'ai pas la subtilité, mais ce qui est important, c'est est-ce que le Circle Euro répond à la qualification, à la définition soit de l'Asset Reference Token, l'ART, soit de l'Electronic Money Token, l'EMT. Auquel cas, ensuite, ça c'est la qualification. Ensuite, que l'usage finalement enfin, c'est à côté. Mais voilà, si ça répond à la définition, c'est ça qui permet d'ancrer un actif. Et du coup, les acteurs qui soit agissent dessus parce qu'ils émettent, soit parce qu'ils fournissent des services, les contraint à suivre la réglementation européenne. c'est ça. Et puis, s'il est utilisé sur le territoire européen à des fins de paiement, ce sera difficile de dire qu'il y a la reverse solicitation. Bonjour, il me semble que MiCA prévoit que les acteurs crypto seront tenus de déclarer des informations sur leur empreinte environnementale et climat. Auriez-vous quelques informations à partager sur ce sujet? Effectivement, et le RTS de l'ESMA devrait-il fournir un template? Alors oui, il y a le principe. Alors sur la question environnementale, ça a énormément évolué depuis le mois de mars. Enfin, même au mois de mars, il y avait eu énormément de discussions. Donc aujourd'hui, on est sur un traitement vraiment plus proportionné que ce qui avait pu être
envisagées, à savoir que les émetteurs et les PSAN doivent donner des informations sur l'impact environnemental, soit de leur émission, soit des services qui sont fournis. En sachant que l'accord politique se voulait préciser que ces obligations ne seraient que pour des émetteurs assez importants. Donc, éviter que les petits émetteurs soient soumis à cette réglementation, ou dont les activités en fait ne sont pas jugées suffisantes pour qu'il y ait un impact réellement en matière environnementale. Donc, pour le contenu de ces informations, encore une fois, il faut attendre la déclinaison technique, mais là, ce serait même plutôt à ce qu'on appelle au niveau 2. C'est-à-dire qu'une réglementation, elle est composée de plusieurs niveaux. Donc là, on a MiCA, ça va être un règlement, c'est le texte de niveau 1. Et en fait, au niveau 2, il va y avoir des textes qui vont décliner techniquement un certain nombre de dispositions. Donc soit des lignes directrices, soit effectivement des RTS. Et donc tout ce qui va être information, et que ce soit sur le fond ou la forme, qui devront être divulgués par les acteurs sur la question environnementale. Ça, c'est des sujets qui vont être travaillés beaucoup plus tard dans le cadre de ces textes de niveau 2. Ensuite, il est sur la question environnementale, peut-être important quand même à ajouter, la Commission européenne doit travailler sur un rapport aussi, pour faire son évaluation de l'impact environnemental des cryptoactifs, et il n'est pas du tout exclu que pour une revue de MiCA, il y ait des dispositions additionnelles, des obligations en plus qui seraient décidées, par exemple, sur certains types de protocoles particuliers. Ce qui avait été une idée évoquée il y a quelques temps au niveau du Parlement, et qui pourrait être déclinée plus tard. Tout à fait. Et à noter qu'en parallèle, la France travaille sur une étude sur l'impact de l'économie des cryptoactifs qui est réalisée au niveau du ministère des Finances, c'est bien ça? Alors, je ne sais plus si c'est le ministère des Finances ou de l'Intérieur. J'avais plutôt l'impression que c'était le ministère de l'Intérieur, mais j'ai le doute. C'est possible, j'ai le doute aussi du coup. Alors, commentaire, mais un jeton de monnaie électronique se référant à une monnaie de l'Union est réputé faire l'objet d'une offre au public dans l'Union, donc soumission à MiCA. Alors, pas forcément, parce qu'en fait, l'offre au public de jetons sous MiCA, donc plutôt le régime des ICO, se réfère en fait aux cryptoactifs. Et donc, en fait, est cryptoactif ce qui n'est pas un ART ou un EMT. Donc, si maintenant c'est un ART ou un EMT, c'est des régimes particuliers. Et si c'est un cryptoactif, c'est un autre régime qui, justement, est moins contraignant que celui des stablecoins. Voilà, je ne sais pas si ça répond. Dans le cas où les transactions impliquent des utilisateurs étrangers ou hors Union européenne, comment garantir l'identité de l'utilisateur? Est-ce que dans ce cas, la législation européenne s'applique, alors que nous appliquons en général le principe du pays de l'utilisateur pour des transactions inter-européennes? Alors là, en fait, plutôt TFR, ça s'appliquerait justement aux prestataires sur actifs numériques. Donc, c'est au contraire du RGPD, ce n'est pas les citoyens européens, ça s'applique justement aux PSAN. Et comment garantir l'identité de l'utilisateur? En principe, ces PSAN sont soumis au RGPD. Après, il n'y a pas de garantie, justement. C'est la grande question. Comment est-ce qu'on va faire pour protéger l'identité des utilisateurs? Hugo, je ne sais pas si tu avais l'air de dire. Sur les transferts intercastes, je pense que ça dépendra aussi surtout de la solution disponible. Quelle solution européenne ou outre-Atlantique permettra ce transfert d'informations entre les castes? Parce qu'on aura un consortium de castes qui se seront mis au préalable d'accord pour échanger les informations des clients. C'est aussi envisageable. Selon les solutions qui seront disponibles d'ici 2 ans, on aura des risques plus ou moins importants pour les utilisateurs, ça c'est une certitude. D'autant plus si, bien sûr, c'est un acteur outre-Atlantique qui assure ce transfert de data. MiCA nous protège donc d'une certaine manière en encadrant Euroc comme toute stablecoin, même si émetteur US. Alors pas vraiment, puisque justement Euroc est soumis à la réglementation américaine, donc qui ne seront pas soumises aux exigences de fonds propres et de protection qui seront mises en place sous MiCA. Alors les CASP n'auront potentiellement pas le droit de manipuler du Euroc si Circle ne s'enregistre pas en Europe, mais les Européens pourront obtenir des Euroc auprès d'un exchange US. Alors ça, je ne sais pas si potentiellement même une plateforme européenne ne pourra pas justement lister du Circle.
Alors, il y a une disposition où effectivement, pour des cryptoactifs entre guillemets pas autorisés, ils pourraient pas être listés par des exchanges. Il faut voir la liste des exemptions à cette liste, puisque par exemple, il est prévu que des actifs comme Bitcoin et Ether, qui en fait, il n'y a pas d'émetteur, il n'y a pas de compliance à MiCA, parce que ça ne fait pas sens. Il est prévu dans MiCA qu'ils ne soient pas soumis à cette interdiction d'être listés par des exchanges. Donc, à regarder si, du fait peut-être de la reverse solicitation, mais ça serait logique, effectivement, pour un prestataire pas autorisé sous MiCA, qui émet un actif, cet actif ne puisse pas être listé par des plateformes européennes, mais en tout cas autorisé sous MiCA. Mais c'est du coup à vérifier. Et il y a des exemptions qui existent à ce principe. Oui, et en plus, de toute façon, l'exigence d'un white paper, en fait, si on veut pouvoir lister, un exchange qui voudrait pouvoir lister un cryptoactif ou un ART ou un EMT, doit justement fournir en parallèle un white paper. Et pour les cryptoactifs, il faut simplement notifier ce white paper, mais pour les ART, EMT, il faut vraiment obtenir l'autorisation. Donc, dans tous les cas, il y aura quand même des diligences qui seront effectuées au niveau des institutions européennes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, il n'y a donc plus d'extraterritorialité de MiCA sur un euro stablecoin émis à l'étranger hors US. Ça dépend justement s'il s'adresse. Enfin, il y a cette question de. En fait, MiCA s'applique sur le territoire, mais un stablecoin ou un actif qui serait justement proposé, émis par une entité hors Union européenne, ne serait soumise à la réglementation MiCA que si justement cet exchange ou cet émetteur s'adresse au marché européen. Donc là, tout est en fait dans la question de savoir qu'est-ce qui justement constitue le fait d'adresser le marché européen. Et c'est là que les autorités nationales justement auront une tâche assez délicate pour voir justement qui tombe dans le champ d'application de la réglementation. Ça sera difficile. Ça sera difficile. Alors, les exigences des stablecoins de paiement, est-ce que la limite s'applique aux stablecoins adossés, pas à l'euro pour raison de souveraineté ou à tous? À tous, en fait. Donc, sous MiCA, il y a les ART et les EMT. Et donc, EMT, c'est un stablecoin qui est adossé à une monnaie ayant cours légal. Donc, ça peut être l'euro comme ça peut ne pas être l'euro. Et ART, donc ça, c'est panier de cryptoactifs ou de monnaie ayant cours légal. Les limites de 200 millions et de 200 millions d'euros et d'1 million de transactions, c'est que pour les ART. Donc, ce ne serait pas pour les EMT euros. Ça, c'est certain. C'est un article qui est que dans le volet ART et pas dans le volet EMT de la réglementation. Et pareil, le veto de la BCE, du coup, c'est pour ce qui n'est pas euro. Ouais. Limite par jour, non par trimestre, si c'est bien ça. Alors, le seuil se portait sur la moyenne trimestrielle pour, soit un nombre de transactions par jour, et c'était effectivement 1 million, et soit une valeur en circulation par jour. Et là, c'était 200 millions, oui, c'est ça. D'accord, ok. Ok, donc là, ok, moyenne. Ouais. Mais ils prennent la moyenne sur le trimestre pour comparer au seuil. D'accord, très clair. Question bonus, y aura-t-il un replay? Est-ce que vous faites référence à MiCA 2 qui est poussé actuellement par Christine Lagarde? Ou un replay de la conférence. Ah, pardon. Y aura-t-il un replay? Alors, c'est enregistré. Sinon, il faut venir lundi prochain au Crypto Finance Forum pour avoir. On a une table ronde qui s'appelle After MiCA, qui se veut refaire un peu le point sur l'accord politique et aborder les autres sujets qui vont venir. Donc, MiCA dans son implémentation technique, TFR, le reste du paquet LCBFT, la réglementation prudentielle, la réglementation environnementale, la fiscalité aussi européenne, parce qu'il y a des travaux. Donc s'il n'y a pas de replay, à la limite, il y a un autre événement pour en parler. Donc n'hésitez pas. On refera le point et on ira peut-être sur des sujets un peu plus prospectifs de façon plus large que MiCA. Avec la Commission européenne qui sera sur le panel. Donc intéressant d'avoir leur vision. C'est vrai. Est-ce qu'il y a un lien pour s'enregistrer peut-être?
Oui, alors je vais partager, c'est le site de l'événement. C'est très simple, c'est cryptofinanceforum.fr. Donc sur ce site, vous pouvez retrouver le programme, les intervenants et la billetterie. Donc si vous souhaitez vous inscrire, et quand vous êtes inscrit et que vous avez votre billet, merci Hugo. Hugo a donné directement le lien vers la billetterie si vous voulez même pas regarder le programme ou les intervenants. Donc vous nous faites énormément confiance. Mais quand vous êtes inscrit et que vous avez votre billet, donc vous avez accès aussi à tous les autres participants qui ont bien voulu. Et qui seront là le lundi, et il vous est possible de booker des rendez-vous. Donc si vous voyez des gens avec qui vous voulez échanger en plus sur ces sujets de façon spécifique, n'hésitez pas à recourir à ce module de networking. Et les présentations seront le matin en anglais et l'après-midi en français, mais l'après-midi on met en place un module de traduction pour que les anglophones puissent quand même rester toute la journée et écouter l'ensemble des présentations. Donc vous pouvez rester avec nous toute la journée, hein, du petit-déj au cocktail de clôture, sachant qu'on prévoit les déjeuners. Et puis sinon, vous pouvez passer dans la journée à la Maison de la Mutualité sur les sujets qui vous intéressent. En tout cas, on sera ravis de vous voir et puis éventuellement de répondre à vos questions en vrai, si vous en avez à l'issue de ce live, ou des présentations qui auront lieu lundi prochain. Merci Faustine. Et si vous voulez être à jour et suivre vraiment toute l'évolution des débats qui vont suivre, il faut adhérer à la DAN, parce que là, on est vraiment informé en temps réel et de manière très précise. Voire en avance. Voire en avance de tout ce qui se passe. Et c'est extrêmement important, comme vous l'avez souligné tous les deux, en fait, de rester mobilisés, parce que on l'a vu, on est quand même passé à côté d'une interdiction du Bitcoin en Europe, des unhosted wallets en Europe. Et en fait, tout ça a pu être évité, notamment grâce à votre travail et à votre grande implication. Donc, un grand merci à la DAN qui œuvre au quotidien pour cette industrie. Et un grand merci à vous. Un grand merci à vous pour cette présentation. Pardon ? Tu n'y es pas pour rien, Morgane, et merci pour ton activisme aussi. Donc, voilà. Avec plaisir. Et merci beaucoup à vous pour votre présentation et toutes ces informations que vous avez bien voulu nous délivrer ce soir. Avec grand plaisir, et en espérant vous voir lundi prochain. Sinon, on est à disposition pour répondre à vos questions. Il y a un formulaire de contact sur le site de l'association adan.eu au besoin si on n'a pas été en relation auparavant déjà. Et puis bien sûr, on reste mobilisé sur ces sujets, donc on devrait donner quelques nouvelles sur nos réseaux sociaux ou sur différentes interventions. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Et encore merci Morgane d'avoir organisé cette discussion. Je pense que c'est vraiment important que les gens comprennent où on en est et vers où on va, parce que c'est vraiment structurant pour l'industrie. Et il y a beaucoup de choses, il faut rester vigilant, parce que les discussions n'ont pas terminé, et parce que la mise en conformité et la préparation, c'est quand même mieux d'anticiper, parce que c'est quand même des morceaux assez importants, et ce ne seront pas les seuls. Donc c'est extrêmement important pour nous de faire cette pédagogie. Merci beaucoup pour l'opportunité. Merci à vous pour le temps. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Très bonne soirée. bonne soirée. Merci.